Chapitre 11 de 813 par Maurice Leblanc. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Une page de l'histoire moderne. Section 1. Lupin lança violemment ses deux poings de droite et de gauche, puis les ramena sur sa poitrine, puis les lança de nouveau et de nouveau les ramena. Ce mouvement, qu'il exécuta 30 fois de suite, fut remplacé par une flexion du buste en avant et en arrière, laquelle flexion fut suivie d'une élévation alternative des jambes, puis d'un moulinet alternatif des bras. Cela dura un quart d'heure. Le quart d'heure qu'il consacrait chaque matin pour dérouiller ses muscles à des exercices de gymnastique suédoise. Ensuite, il s'installa devant sa table, prit des feuilles de papier blanc qui étaient disposées en paquets numérotés et, pliant l'une d'elles, il en fit une enveloppe, ouvrage qu'il recommença avec une série de feuilles successives. C'était la besogne qu'il avait acceptée et à laquelle il s'astreignait tous les jours, les détenus ayant le droit de choisir les travaux qui leur plaisaient, collage d'enveloppes, confection d'éventails en papier, de bourses en métal, etc. Et de la sorte, tout en occupant ses mains à un exercice machinal, tout en assouplissant ses muscles par des flexions mécaniques, Lupin ne cessait de songer à ses affaires. Le grondement des verrous, le fracas de la serrure. « Ah, c'est vous, excellent geôlier ! Est-ce la minute de la toilette suprême? La coupe de cheveux qui précède la grande coupe finale? Non, fit l'homme. L'instruction alors? La promenade au palais? Ça m'étonne, car ce bon monsieur Formerie m'a prévenu ces jours-ci que, dorénavant, et par prudence, il m'interrogerait dans ma cellule même, ce qui, je l'avoue, contrarie mes plans. Une visite pour vous, dit l'homme d'un ton laconique. Ça y est, pensa Lupin, et tout en se rendant au parloir, il se disait, nom d'un chien. Si c'est ce que je crois, je suis un rude type. En 4 jours et du fond de mon cachot, avoir mis cette affaire-là debout, quel coup de maître! Muni d'une permission en règle, signée par le directeur de la première division à la préfecture de police, les visiteurs sont introduits dans les étroites cellules qui servent de parloir. Ces cellules, coupées au milieu par 2 grillages, que séparent un intervalle de 50 cm, ont 2 portes, qui donnent sur 2 couloirs différents. Le détenu entre par une porte, le visiteur par l'autre. Ils ne peuvent donc ni se toucher, ni parler à voix basse, ni opérer entre eux le moindre échange d'objets. En outre, dans certains cas, un gardien peut assister à l'entrevue. En l'occurrence, ce fut le gardien-chef qui eut cet honneur. « Qui, diable, a obtenu l'autorisation de me faire visite ?» s'écria Lupin en entrant. « Ce n'est pourtant pas mon jour de réception. » Pendant que le gardien fermait la porte, il s'approcha du grillage et examina la personne qui se tenait derrière l'autre grillage et dont les traits se discernaient confusément dans la demi-obscurité. « Ah !» fit-il avec joie, « c'est vous, monsieur Stripani. Quelle heureuse chance !»« Oui, c'est moi, mon cher prince. »« Non, pas de titre, je vous en supplie, cher monsieur. Ici, j'ai renoncé à tous ces hochets de la vanité humaine. Appelez-moi Lupin, c'est plus de situation. Je veux bien, mais c'est le prince Cernine que j'ai connu, c'est le prince Cernine qui m'a sauvé de la misère et qui m'a rendu le bonheur et la fortune, et vous comprendrez que pour moi, vous resterez toujours le prince Cernine. Au fait, monsieur Stripani, au fait, les instants de gardien-chef sont précieux, et nous n'avons pas le droit d'en abuser. En 2 mots, qu'est-ce qui vous amène? Ce qui m'amène, oh mon Dieu, c'est bien simple. Il m'a semblé que vous seriez mécontent de moi si je m'adressais à un autre qu'à vous pour compléter l'œuvre que vous avez commencée. Et puis, seul, vous avez eu en main tous les éléments qui vous ont permis, à cette époque, de reconstituer la vérité et de concourir à mon salut. Par conséquent, seul, vous êtes à même de parer aux nouveaux coups qui me menacent. C'est ce que monsieur le préfet de police a compris, lorsque je lui ai exposé la situation. Je m'étonnais en effet qu'on vous eût autorisé. Le refus était impossible, mon cher prince. Votre intervention est nécessaire dans une affaire où tant d'intérêts sont en jeu, et des intérêts qui ne sont pas seulement les miens, mais qui concernent des personnages haut placés que vous savez. Lupin observait le gardien du coin de l'œil. Il écoutait avec une vive attention, le buste incliné, avide de surprendre la signification secrète des paroles échangées. « De sorte que, demanda Lupin, de sorte que, mon cher prince, je vous supplie de rassembler tous vos souvenirs au sujet de ce document imprimé, rédigé en 4 langues, et dont le début, tout au moins, avait rapport. » Un coup de poing sur la mâchoire, un peu en dessous de l'oreille. Le gardien-chef chancela 2 ou 3 secondes et,
comme une masse, sans un gémissement, tomba dans les bras de Lupin. « Bien touché, Lupin, dit celui-ci. C'est de l'ouvrage proprement fait. Dites donc, Steinweg, vous avez le chloroforme? Êtes-vous sûr qu'il est évanoui? Tu parles, il en a pour 3 ou 4 minutes, mais ça ne suffirait pas. » L'Allemand sortit de sa poche un tube de cuivre qu'il allongea comme un télescope et au bout duquel était fixé un minuscule flacon. Lupin prit le flacon, en versa quelques gouttes sur un mouchoir et appliqua ce mouchoir sous le nez du gardien-chef. « Parfait. Le bonhomme a son compte. Je coperai pour ma peine 8 ou 15 jours de cachot, mais ça, ce sont les petits bénéfices du métier. Et moi? Vous, que voulez-vous qu'on vous fasse? Dame, le coup de poing? Vous n'y êtes pour rien. Et l'autorisation de vous voir? C'est un faux, tout simplement. Vous n'y êtes pour rien. J'en profite. Pardon? Vous avez déposé avant-hier une demande régulière au nom de Stripani. Ce matin, vous avez reçu une réponse officielle. Le reste ne vous regarde pas. Mes amis seuls qui ont confectionné la réponse peuvent être inquiétés. Va-t'en voir s'ils viennent. Et si nous nous interrompons, pourquoi? On a eu l'air suffoqué ici, quand j'ai sorti mon autorisation de voir Lupin. Le directeur m'a fait venir et l'a examiné dans tous les sens. Je ne doute pas que l'on téléphone à la préfecture de police. Et moi, j'en suis sûr. Alors, tout est prévu, mon vieux, ne te fais pas de bile et causons. Je suppose que si tu es venu ici, c'est que tu sais de ce dont il s'agit. Oui, vos amis m'ont expliqué. Et tu acceptes? L'homme qui m'a sauvé de la mort peut disposer de moi comme il l'entend. Quels que soient les services que je pourrais lui rendre, je resterai encore son débiteur. Avant de livrer ton secret, réfléchis à la position où je me trouve, prisonnier, impuissant. Steinweg se mit à rire. Non, je vous en prie, ne plaisantons pas. J'avais livré mon secret à Kesselbach parce qu'il était riche et qu'il pouvait, mieux qu'un autre, en tirer parti. Mais tout prisonnier que vous êtes, et tout impuissant, je vous considère comme 100 fois plus fort que Kesselbach avec ses 100 millions. Oh oh! Et vous savez bien, 100 millions n'auraient pas suffi pour découvrir le trou où j'agonisais. Pas plus que pour m'amener ici, pendant 1 heure, devant le prisonnier impuissant que vous êtes. Il faut autre chose. Et cette autre chose, vous l'avez. En ce cas, parle. Et procédons par ordre. Le nom de l'assassin? Cela, impossible. Comment impossible? Mais, puisque tu le connais, et que tu dois tout me révéler? Tout, mais pas cela. Cependant, plus tard. Tu es fou, mais pourquoi? Je n'ai pas de preuves. Plus tard, quand vous serez libre, nous chercherons ensemble. À quoi bon d'ailleurs? Et puis, vraiment, je ne peux pas. Tu as peur de lui? Oui. Soit, dit Lupin. Après tout, ce n'est pas cela le plus urgent. Pour le reste, tu es résolu à parler? Surtout. Eh bien, réponds. Comment s'appelle Pierre le Duc? Hermann IV, grand-duc de Deux-Ponts-Veldenz, prince de Bernkastel, comte de Fistingen, seigneur de Wiesbaden et autres lieux. Lupin eut un frisson de joie en apprenant que, décidément, son protégé n'était pas le fils d'un charcutier. « Fichtre, murmura-t-il, nous avons du titre. Autant que je sache, le grand-duché de Deux-Ponts-Veldenz est en Prusse. Oui, sur la Moselle. La maison de Veldenz est un rameau de la maison palatine de Deux-Ponts. Le grand-duché fut occupé par les Français, après la paix de Lunéville, et fit partie du département du Montener. En 1814, on le reconstitua au profit d'Hermann I, bisaïeul de notre Pierre le Duc. Le fils, Hermann II, eut une jeunesse orageuse, se ruina, dilapida les finances de son pays, se rendit insupportable à ses sujets qui finirent par brûler en partie le vieux château de Veldenz et par chasser leur maître de ses États. Le grand-duché fut alors administré et gouverné par 3 régents, au nom de Hermann II, qui, anomalie assez curieuse, n'abdiqua pas et garda son titre de grand-duc régnant. Il vécut assez pauvre à Berlin, plus tard fit la campagne de France, aux côtés de Bismarck, dont il était l'ami, fut emporté par un éclat d'obus au siège de Paris et, en mourant, confia à Bismarck son fils Hermann III, le père par conséquent de notre le-duc, dit Lupin. Oui, Hermann III fut pris en affection par le chancelier, qui, à diverses reprises, se servit de lui comme envoyé secret auprès de personnalités étrangères. À la chute de son protecteur, Hermann III quitta Berlin, voyagea et revint se fixer à Dresde. Quand Bismarck mourut, Hermann III était là. Lui-même mourait 2 ans plus tard. Voilà les faits publics, connus de tous en Allemagne. Voilà l'histoire des 3 Hermann, grands ducs de Deux-Ponts-Veldenz,
au XIXe siècle. Mais le quatrième, Hermann IV, celui qui nous occupe, nous en parlerons tout à l'heure. Passons maintenant aux faits ignorés. Et connus de toi seul, dit Lupin. De moi seul et de quelques autres. Comment de quelques autres? Le secret n'a donc pas été gardé? Si, si. Le secret est bien gardé par ceux qui le détiennent, soyez sans crainte. Ceux-là ont tout intérêt, je vous en réponds, à ne pas le divulguer. Alors, comment le connais-tu? Par un ancien domestique et secrétaire intime du grand-duc Hermann, dernier du nom. Ce domestique, qui mourut entre mes bras au Cap, me confia d'abord que son maître s'était marié clandestinement, et qu'il avait laissé un fils. Puis, il me livra le fameux secret, celui-là même que tu dévoilas plus tard à Kesselbach. Oui, parle. À l'instant même où il disait cette parole, on entendit un bruit de clé dans la serrure. Section 2. Pas un mot, murmura Lupin. Il s'effaça contre le mur, auprès de la porte. Le battant s'ouvrit. Lupin le referma violemment, bousculant un homme, un geôlier, qui poussa un cri. Lupin le saisit à la gorge. « Tais-toi, mon vieux, si tu rouspètes, tu es fichu. » Il le coucha par terre. « Es-tu sage? Comprends-tu la situation? Oui. Parfait. Où est ton mouchoir? Donne tes poignets maintenant. Bien, je suis tranquille. Écoute. On t'a envoyé par précaution, n'est-ce pas? Pour assister le gardien-chef en cas de besoin. Excellente mesure, mais un peu tardive. Tu vois, le gardien-chef est mort. Si tu bouges, si tu appelles, tu y passes également. » Il prit les clés de l'homme et introduisit l'une d'elles dans la serrure. « Comme ça, nous sommes tranquilles. De votre côté, mais du mien, observa le vieux Steinweg. Pourquoi viendrait-on? Si l'on a entendu les cris qu'il a poussés. Je ne crois pas, mais en tout cas, mes amis t'ont donné les fausses clés, oui. Alors, bouge la serrure, c'est fait? Eh bien, maintenant, nous avons pour le moins 10 bonnes minutes devant nous. Tu vois, mon cher, comme les choses les plus difficiles en apparence sont simples en réalité. Il suffit d'un peu de sang-froid et de savoir se plier aux circonstances. Allons, ne t'émeus pas et cause. En allemand, veux-tu? Il est inutile que ce type-là participe au secret d'État que nous agitons. Va, mon vieux, et posément. Nous sommes ici chez nous. Steinweg reprit. Le soir même de la mort de Bismarck, le grand-duc Hermann III et son fidèle domestique, mon ami du Cap, montèrent dans un train qui les conduisit à Munich, à temps pour prendre le rapide de Vienne. De Vienne, ils allèrent à Constantinople, puis au Caire, puis à Naples, puis à Tunis, puis en Espagne, puis à Paris, puis à Londres, à Saint-Pétersbourg, à Varsovie. Et dans aucune de ces villes, ils ne s'arrêtaient. Ils sautaient dans un fiacre, faisaient charger leurs 2 valises, galopaient à travers les rues, filaient vers une station voisine ou vers l'embarcadère, et reprenaient le train ou le paquebot. Bref, suivis, ils cherchaient à dépister, conclut Arsène Lupin. Un soir, ils quittèrent la ville de Trèves, vêtus de blouses et de casquettes d'ouvriers, un bâton sur le dos, un paquet au bout du bâton. Ils firent à pied les 35 kilomètres qui les séparaient de Veldanz, où se trouve le vieux château de Deux-Ponts, ou plutôt les ruines du vieux château. Pas de description. Tout le jour, ils restèrent cachés dans une forêt avoisinante. La nuit d'après, ils s'approchèrent des anciens remparts. Là, Hermann ordonna à son domestique de l'attendre, et il escalada le mur, à l'endroit d'une brèche nommée la brèche au loup. 1 heure plus tard, il revenait. La semaine suivante, après de nouvelles pérégrinations, il retournait chez lui, à Dresde. L'expédition était finie. Et le but de cette expédition? Le grand-duc n'en souffla pas un mot à son domestique, et celui-ci, par certains détails, par la coïncidence des faits qui se produisirent, put reconstituer la vérité, du moins en partie. Vite, Steinweg, le temps presse maintenant, et je suis avide de savoir. 15 jours après l'expédition, le comte de Valdemar, officier de la garde de l'empereur et l'un de ses amis personnels, se présentait chez le grand-duc accompagné de 6 hommes. Il resta là toute la journée, enfermé dans le bureau du grand-duc. À plusieurs reprises, on entendit le bruit de l'altercation, de violentes disputes. Cette phrase même fut perçue par le domestique qui passait dans le jardin, sous les fenêtres. « Ces papiers vous ont été remis, Sa Majesté en est sûre. Si vous ne voulez pas me les remettre de votre plein gré... » Le reste de la phrase, le sens de la menace et de toute la scène d'ailleurs, se devine aisément par la suite. La maison d'Hermann fut visitée de fond en comble. Mais c'était illégal. C'eût été illégal si le grand-duc s'y fût opposé. Mais il accompagna lui-même le comte dans sa perquisition. Et que cherchait-on? Les mémoires du chancelier? Mieux que cela. On cherchait une liasse de papiers secrets dont on connaissait l'existence par des indiscrétions commises et dont on savait,
de façon certaine qu'ils avaient été confiés au grand-duc Hermann. Lupin était appuyé des 2 coudes contre le grillage, et ses doigts se crispaient aux mailles de fer. Il murmura, la voix émue, « Des papiers secrets, et très importants sans doute, de la plus haute importance. La publication de ces papiers aurait des résultats que l'on ne peut prévoir, non seulement au point de vue de la politique intérieure, mais au point de vue des relations étrangères. »« Oh !» répétait Lupin, tout palpitant. « Oh ! Est-ce possible ? Quelle preuve as-tu ? » ?»« Quelle preuve ? Le témoignage même de la femme du grand-duc, les confidences qu'elle fit aux domestiques après la mort de son mari. »« En effet, balbutia Lupin. C'est le témoignage même du grand-duc que nous avons. Mieux encore, s'écria Steinway. Quoi ? Un document écrit de sa main, signé de sa signature et qui contient la liste des papiers secrets qui lui furent confiés. En 2 mots, c'est impossible. Le document est long, entremêlé d'annotations, de remarques quelquefois incompréhensibles. Que je vous cite seulement 2 titres, qui correspondent à 2 liasses de papiers secrets. Lettre originale du Kronprinz à Bismarck. Les dates montrent que ces lettres furent écrites pendant les 3 mois de règne de Frédéric III. Pour imaginer ce que peuvent contenir ces lettres, rappelez-vous la maladie de Frédéric III. C'est démêlé avec son fils. Oui, je sais. Et l'autre titre ? Photographie des lettres de Frédéric III et de l'impératrice Victoria à la reine Victoria d'Angleterre. Il y a cela, fit Lupin la gorge étranglée. Écoutez les annotations du grand-duc. Texte du traité avec l'Angleterre et la France. Et ces mots, un peu obscurs, Alsace-Lorraine, colonie, limitation navale. Il y a cela, produgua Lupin. Et c'est obscur, dis-tu ? Des mots éblouissants, au contraire. Ah, est-ce possible ? Du bruit à la porte. On frappa. On n'entre pas, dit-il, je suis occupé. On frappa à l'autre porte, du côté de Steinway. Lupin cria. Un peu de patience, j'aurai fini dans 5 minutes. Il dit au vieillard, d'un ton impérieux. Sois tranquille et continue. Alors, selon toi, l'expédition du grand-duc et de son domestique au château de Veldenz n'avait d'autre but que de cacher ses papiers. Le doute n'est pas admissible. Soit, mais le grand-duc a pu les retirer depuis. Non, il n'a pas quitté Dresde jusqu'à sa mort. Mais les ennemis du grand-duc, ceux qui avaient tout intérêt à les reprendre et à les anéantir, ceux-là ont pu les chercher là où ils étaient, ces papiers. Leur enquête les a menés en effet jusque-là. Comment le sais-tu ? Vous comprenez bien que je ne suis pas resté inactif, et que mon premier soin, quand ces révélations m'eurent été faites, fut d'aller à Veldenz et de me renseigner moi-même dans les villages voisins. Or, j'ai appris que 2 fois déjà, le château avait été envahi par une 12aine d'hommes venus de Berlin et accrédités auprès des régents. Eh bien, ils n'ont rien trouvé, car depuis cette époque, la visite du château n'est pas permise. Mais qui empêche d'y pénétrer ? Une garnison de 50 soldats, qui veillent jour et nuit. Des soldats du Grand-Duché ? Non, des soldats détachés de la garde personnelle de l'empereur. Des voix s'élevèrent dans le couloir et de nouveau l'on frappa, en interpellant le gardien-chef. « Il dort, monsieur le directeur !» dit Lupin qui reconnut la voix de monsieur Borelli. « Ouvrez, je vous ordonne d'ouvrir. »« Impossible, la serrure est mêlée. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de pratiquer une incision tout autour de la dite serrure. Ouvrez ! Et le sort de l'Europe que nous sommes en train de discuter, qu'est-ce que vous en faites ?» Il se tourna vers le vieillard. « De sorte que tu n'as pas pu entrer dans le château. Non. Mais tu es persuadé que les fameux papiers y sont cachés. Voyons, ne vous ai-je pas donné toutes les preuves ? N'êtes-vous pas convaincu ? » Si, murmura Lupin. C'est là qu'ils sont cachés, il n'y a pas de doute. C'est là qu'ils sont cachés. Il semblait voir le château. Il semblait évoquer la cachette mystérieuse. Et la vision d'un trésor inépuisable, l'évocation de coffres emplis de pierres précieuses et de richesses, ne l'aurait pas émis plus que l'idée de ces chiffons de papier sur lesquels veillait la garde du Kaiser. Quelle merveilleuse conquête à entreprendre et combien digne de lui. Et comme il avait, une fois de plus, fait preuve de clairvoyance et d'intuition en se lançant au hasard sur cette piste inconnue. Dehors, on travaillait la serrure. Il demanda au vieux Steinway. « De quoi le grand-duc est-il mort ? D'une pleurésie, en quelques jours. C'est à peine s'il put reprendre connaissance. Et, ce qu'il y avait d'horrible, c'est que l'on voyait, paraît-il, les efforts inouïs qu'il faisait, entre 2 accès de délire, pour rassembler ses idées et prononcer des paroles. De temps en temps, il appelait sa femme.
la regardait d'un air désespéré et agitait vainement ses lèvres. Bref, il parla, dit brusquement Lupin, que le travail fait autour de la serrure commençait à inquiéter. Non, il ne parla pas, mais, dans une minute plus lucide, à force d'énergie, il réussit à tracer des signes sur une feuille de papier que sa femme lui présenta. Eh bien, ces signes, indéchiffrables pour la plupart. Pour la plupart, mais les autres, dit Lupin avidement, les autres. Il y a d'abord 3 chiffres, parfaitement distincts. Un 8, un 1 et un 3. 813, oui, je sais. Après, des lettres, plusieurs lettres, parmi lesquelles il n'est possible de reconstituer en toute certitude qu'un groupe de 3. Et immédiatement après, un groupe de 2 lettres. Apoun, n'est-ce pas? Ah, vous savez. La serrure s'ébranlait, presque toutes les vis ayant été retirées. Lupin demanda, anxieux soudain à l'idée d'être interrompu, de sorte que ce mot incomplet, Apoun, et ce chiffre 813 sont les formules que le grand-duc léguait à sa femme et à son fils pour leur permettre de retrouver les papiers secrets. Oui. Lupin se cramponna des 2 mains à la serrure pour l'empêcher de tomber. Monsieur le directeur, vous allez réveiller le gardien-chef, ce n'est pas gentil. 1 minute encore, voulez-vous? Steinway, qui est devenue la femme du grand-duc? Elle est morte, peu après son mari de chagrin, pourrait-on dire. Et l'enfant fut recueilli par la famille? Quelle famille? Le grand-duc n'avait ni frère ni sœur. En outre, il n'était marié que morganatiquement et en secret. Non, l'enfant fut emmené par le vieux serviteur d'Hermann, qu'il éleva sous le nom de Pierre-le-Duc. C'était un assez mauvais garçon, indépendant, fantasque, difficile à vivre. Un jour il partit, on ne l'a pas revu. Il connaissait le secret de sa naissance? Oui. Et on lui montra la feuille de papier sur laquelle Hermann avait écrit des lettres et des chiffres 813, etc. Et cette révélation par la suite ne fut faite qu'à toi? Oui. Et toi, tu ne t'es confié qu'à M. Kesselbach, à lui seul, mais par prudence, tout en lui montrant la feuille des signes et des lettres, ainsi que la liste dont je vous ai parlé, j'ai gardé ces 2 documents. L'événement a prouvé que j'avais raison. Et ces documents, tu les as? Oui. Ils sont en sûreté? Absolument. À Paris? Non. Tant mieux. N'oublie pas que ta vie est en danger et qu'on te poursuit. Je le sais. Au moindre faux pas, je suis perdu. Justement, donc, prends tes précautions, dépiste l'ennemi, va prendre tes papiers et attends mes instructions. L'affaire est dans le sac. D'ici 1 mois au plus tard, nous irons visiter ensemble le château de Veldenz. Si je suis en prison, je t'en ferai sortir. Est-ce possible? Le lendemain même du jour où j'en sortirai? Non, je me trompe, le soir même, 1 heure après. Vous avez donc un moyen? Depuis 10 minutes, oui, et infaillible. Tu n'en as rien à me dire? Non, alors j'ouvre. Il tira la porte, et s'inclinant devant M. Borelli. Monsieur le directeur, je ne sais comment m'excuser. Il n'acheva pas. L'éruption du directeur et de 3 hommes ne lui en laissa pas le temps. M. Borelli était pâle de rage et d'indignation. La vue des 2 gardiens étendus le bouleversa. Mort! S'écria-t-il. Mais non, ricana Lupin, tenez, celui-là bouge. Parle donc, animal. Mais l'autre, reprit M. Borelli, en se précipitant sur le gardien-chef. Endormi seulement, monsieur le directeur, il était très fatigué. Alors, je lui ai accordé quelques instants de repos. J'intercède en sa faveur. Je serais désolé que ce pauvre homme... Assez de blagues, dit M. Borelli violemment, et s'adressant au gardien. Qu'on le reconduise à sa cellule. En attendant, quant à ce visiteur, Lupin n'en sut pas davantage sur les intentions de M. Borelli par rapport au vieux Steinway. Mais c'était pour lui une question absolument insignifiante. Il emportait dans sa solitude des problèmes d'un intérêt autrement considérable que le sort du vieillard. Il possédait le secret de M. Kesselbach. Fin du chapitre 11.